Bonsoir à tous. On va peut-être commencer doucement. Alors, je ne sais pas si c'est le sujet ou l'horaire qui rend le sujet pas forcément intéressant, mais on n'a pas un grand succès, mais on va commencer doucement. Donc, David Grez, partenaire Foresights. Jean Malavroy, je travaille chez Allianz France. Ali Malmi, responsable produit épargne chez Allianz France. Donc on va vous parler ce soir de l'eurocroissance et du questionnement qui est de savoir si l'eurocroissance, au regard du contexte de hausse des taux qu'on connaît, peut être un outil de pilotage du business assurantiel épargne. Alors, dans le plan de présentation, alors ce qu'on a prévu, c'est faire une courte introduction sur le contexte économique, mais que j'imagine vous connaissez déjà par cœur, refaire quelques points clés sur l'eurocroissance pour les personnes qui ne connaîtraient pas le support et le produit. Ensuite, une partie un peu plus chiffrée / actuarielle avec une présentation de quelques métriques et comment se positionne l'eurocroissance dans l'environnement actuel, notamment par rapport au fonds en euros. Une partie plutôt mise en place opérationnelle qui est un des grands chantiers, la mise en place IT, valorisation, etc. chez les assureurs, et on essaiera de faire une petite synthèse de tout ça. Alors, le graphique qui s'affiche ici, je pense que vous le connaissez, c'est l'évolution des taux sur les 20 dernières années. Donc, tout le monde le sait, on est passé d'un environnement de taux très très bas à une hausse brutale des taux de plus de 300 BP, ce qui a occasionné un certain nombre de fortes moins-values sur les portefeuilles obligataires des assureurs. Alors, ce qui s'affiche ici, c'est un espèce de proxy de ce qu'est le rendement actuariel d'un portefeuille épargne qui est investi sur les 20 dernières années, puisqu'en épargne, on est sur une comptabilité lissée, et donc les portefeuilles des assureurs sont composés d'obligations qui ont été achetées sur les 15-20 dernières années. Donc ici, c'est une moyenne mobile à chaque pas de temps sur 10 ans, et donc ça donne un reflet hors prime de risque qui pourrait être donné via des actifs de diversification, hors spread des obligations, mais ça donne un bon proxy, un bon indicateur d'un rendement actuariel d'un portefeuille. Alors dans les faits, il y a des poches de diversification, donc vu de 2022-2023, les rendements comptables des portefeuilles assurantiels, ils ne sont pas de 1%, ils sont entre 1,5 et 2,5 à peu près, je pense, chez la plupart des assureurs. Donc on a eu une hausse brutale des taux d'intérêt, et donc ce qui s'affiche ensuite, c'est si on reste à des niveaux de 3%, donc aujourd'hui je crois que l'OAT 10 ans il est à 3,10, donc on annonçait une baisse, pour le moment on ne l'a pas vu encore venir. À fin d'année dernière on était plutôt entre 2,5 et 3. Ce qui s'affiche ici, c'est en se disant si le niveau de taux du marché reste à 3%, en fait, quel est le rythme de relution d'un portefeuille sans faire d'action de management. Donc on voit que le rythme de relution, notre moyenne mobile, l'indicateur passé, elle va remonter, mais elle va remonter quand même assez doucement, puisqu'il y a une inertie très très forte dans les portefeuilles épargne. Donc il y a une inertie très forte, et donc finalement, si on veut servir un rendement de marché, si on n'a pas de stratégie d'allocation d'actifs, s'il n'y a pas de levier ailleurs, on va être obligé de le subventionner par notamment de la PPE, donc qui est la réserve de lissage des assureurs vie. C'est ce qui a pu être fait chez certains acteurs en fin d'année dernière pour soutenir le taux de PB, parce que finalement, le rendement intrinsèque des portefeuilles assurantiels, il n'est pas au niveau du marché. Et donc, ce qui se passe derrière, c'est le risque qui sous-tend ça derrière, c'est un risque de rachat, et un risque de rachat massif. Alors pour le moment, on ne l'a pas vu, les taux de rachat augmentent un petit peu, mais il n'est pas encore matériel. Alors chez quelques acteurs, l'ont vu un petit peu plus que d'autres, mais en fait le risque qu'il y a derrière, c'est le risque de rachat massif, puisque un assuré rationnel, s'il veut capter un prix de marché, il a plutôt intérêt à ne pas souscrire une assurance vie, puisque l'assurance vie épargne, elle ne permet pas, sans subvention là avec de la PPE, de fournir un rendement spot. Alors ça dépend des richesses latentes, puisqu'en fait
La plupart des assureurs ont beaucoup de PPE ou un petit peu. Il y a des richesses latentes, des plus-values latentes. Donc il y a un niveau d'absorption par les richesses latentes qui permet de servir des taux plus intéressants et d'aller plus vite dans la révolution du portefeuille. Mais il y a un constat global qui est de dire, avec la remontée des taux, 300 points de base d'augmentation des taux sur des durées de 8 à 10 ans, ça fait une moins-value, une perte en valeur de marché de l'ordre de 20 à 30%. Donc les obligations qui étaient en plus-value latente de l'ordre de 10 à 15, on est passé sur des moins-values latentes de l'ordre de moins 10 à moins 15, avec un impact fort, parce que si on vend lors de rachat, on va réaliser des moins-values latentes obligataires qui peuvent être absorbées dès lors qu'on a de la réserve de capitalisation, mais si on n'en a plus, c'est un impact financier de premier ordre. Et donc, dans ce contexte-là, finalement, on s'est questionné sur est-ce que l'euro-croissance, ça peut être un levier, est-ce que ça peut prendre le relais, ça peut être une alternative en termes de pilotage du risque, justement, pour limiter ces risques liés à l'environnement de taux. Alors, on va vous présenter succinctement les points clés du fonctionnement du fonds croissance. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds croissance? C'est un support, un troisième type de support avec l'euro et l'UC qui propose une garantie totale ou partielle des primes investies à une échéance déterminée. Les engagements sur un fonds croissance s'expriment en nombre de parts de provisions de diversification avec une valeur équitative qui varie en fonction des marchés financiers, donc un peu comme une UC. Et avant l'échéance, il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire que la valeur de rachat, elle varie à la hausse et à la baisse, et pas d'effet cliqué comme ce qu'on peut avoir sur le fonds en euros. Et au terme à l'échéance, l'assuré perçoit le maximum entre le montant garanti et la valeur liquidative de ses parts. Donc là, un exemple avec une souscription avec une garantie à 90%, donc deux cas de figure. À l'échéance, soit le niveau atteint de l'épargne du client, de l'assuré, est inférieur à la garantie de 90%, et du coup là il y a un financement du delta qui se fait par l'assureur, ou bien la valeur atteinte est supérieure à la garantie. À ce moment-là, l'assuré perçoit le niveau atteint de ses parts. Le niveau de garantie et la durée du croissance sont des éléments que l'assureur détermine et qu'il peut proposer différents niveaux, soit de durée ou de garantie, et le client a le droit de choisir ce que l'assureur lui propose. Il y a plusieurs modalités de prélèvement des frais sur le fonds croissance. Il y a les prélèvements classiques que sont les frais sur encours, frais d'entrée, frais d'arbitrage, mais également une possibilité de prélèvement sur la performance des produits financiers. L'épargne des assurés elle est complètement toujours disponible sur le fonds croissance. Il peut également, les assurés peuvent reverser et faire des arbitrages entrants sur le croissance également à tout moment. Les assureurs peuvent toutefois mettre des contraintes à l'approche de l'échéance, par exemple. Alors, la slide suivante, on va regarder comment se présente le bilan d'un fonds croissance. Donc, c'est un actif cantonné, donc distinct du fonds général, qui se compose d'une poche sécurisée qui va permettre d'atteindre la garantie à l'échéance, et une poche de diversification qui va permettre de générer de la performance. C'est le moteur de performance du fonds croissance. Au passif, donc, nous avons une provision de diversification qui, elle, évolue en fonction d'une valeur de part qui est unique et identique pour l'ensemble des assurés, et avec le nombre de parts qui est individualisé pour les assurés. Donc c'est là qu'il y a une vraie évolution réglementaire, parce que c'est un fonds qui est réglementé dans le Code des assurances lors de la loi Pacte par rapport à la première mouture du fonds de croissance en 2013, c'est que tous les engagements vis-à-vis des assurés s'expriment en nombre de parts de provision de diversification. Il n'y a plus cette notion de provision mathématique. Donc, un relâchement des contraintes, il n'y a plus de valeur de rachat minimale avant l'échéance, ce qui simplifie la vie des assureurs, mais également ici donne une présentation beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible pour les assurés. Il y a également la provision collective de diversification. C'est une provision qui n'est pas individualisée, qui est exprimée en montant et qui fonctionne un peu comme une provision pour excédent pour ce qui concerne le fonds en euros. Donc c'est une provision dans laquelle on peut stocker une partie des performances pour ne pas les distribuer immédiatement dans la provision de diversification, mais donc la garder pour plus tard,
Il y a 15 ans maximum de délai pour reprendre la PCDD. Donc elle permet de limiter la volatilité dans la performance du fonds de croissance et donc permet de piloter la performance tout au long du temps. Il y a une provision qui s'appelle la provision pour garantie au terme. C'est une provision qui n'est dotée que dans un cas de figure. En fait, c'est un garde-fou qui permet aux assureurs de s'assurer qu'on dispose suffisamment d'actifs pour honorer les engagements au terme. Donc cette provision, elle se calcule comme la différence entre les engagements à l'échéance actualisée à un taux maximum qui est du taux tech, 90% du taux tech, moins la provision de diversification et la provision collective de diversification. Donc c'est une provision qui n'est constituée uniquement dans un cas un peu de stress, dans lequel nous n'avons pas suffisamment d'actifs pour honorer nos engagements. Donc ça se fait par un apport d'actifs dans le canton et l'assureur peut récupérer cet apport d'actifs lorsqu'il y a un retour à meilleure fortune. Alors l'attribution de la performance des actifs, elle se fait, comme on l'a dit, soit elle est attribuée à la provision de diversification, soit à la provision collective de diversification via la constitution d'un compte de PB que Jean va vous décrire. Ouais. Donc en fait, ce slide donc illustre bien l'établissement, le fonctionnement du compte de résultat financier du croissance. Donc c'est un compte qui s'établit au minimum trimestriellement, c'est-à-dire qu'en fait à chaque valeur liquidative qu'on établit, on doit établir réglementairement ce compte de participation aux bénéfices. Donc bon, il est au minimum trimestriel, mais sachant que les grands acteurs qui se sont lancés ont tous choisi plus ou moins des valeurs liquidatives hebdomadaires. Donc, en fait, il va se faire de façon hebdomadaire. Donc, en fait, ce qui représente, c'est une espèce d'inventaire classique avec les produits et les charges d'un côté. On voit, par exemple, les primes, les prestations et les variations de provision qui, normalement, dans un compte équilibré, s'annulent. Et en face, on va avoir les performances financières qu'on va devoir réattribuer sur la provision de diversification. Donc il y a deux possibilités. Si le solde est positif, on peut prendre les marges financières, à savoir soit 10% de la performance financière, soit 15% de ce dit solde. Donc si la performance est positive, il y a trois possibilités qui peuvent donner lieu à donc soit de la revalorisation de la valeur de part. Donc c'est un peu comme si c'était une UC, tout le monde va avoir la même performance. On peut aussi, de manière discrétionnaire, créer des parts et trouver une règle objective d'attribution à certains clients, plus que d'autres, peut-être par exemple ceux qui ont davantage contribué à la performance sur la période. Ou bien on peut doter ce que disait Ali tout à l'heure, doter la PCDD, la provision collective de diversification différée, afin de pouvoir lisser et avoir un meilleur contrôle des risques. A contrario, quand on est dans un cas où le solde est négatif, naturellement, on pourrait marquer la valeur de marché et dire baisser la valeur liquidative du fonds croissance. Mais parfois, on peut avoir des acteurs qui ne sont pas spécialement enclins à afficher les baisses de manière commerciale. Donc, ça donne lieu à modérer cette baisse par la reprise de PCDD. Et il y a les cas plus compliqués où en fait on serait amené à avoir un apport de fonds propres. Et donc ça, c'était dans le cas particulièrement dans ce que disait Ali tout à l'heure dans des cas où on serait obligé de provisionner pour la garantie au terme. Donc c'est le cas vraiment très fâcheux, on va dire. Donc là, cette slide-là, en fait, elle illustre, on voit deux périodes distinctes. En fait, on voit la période de 2014 à 2019, en fait, où on était sur l'ancien croissance, donc avec ce que disait Ali encore tout à l'heure, avec la provision mathématique, la provision technique de diversification, et finalement quelque chose qui était un peu compliqué pour le client de voir toujours deux valeurs affichées pour son fonds croissance. Et donc finalement, ça n'a jamais vraiment décollé avant les adaptations loi Pacte qui sont arrivées justement 2019-2020. Et en fait, de manière concomitante à ces adaptations loi Pacte, il y a eu également aussi une baisse des taux dramatique en 2019 où les taux étaient négatifs et certains acteurs ont largement communiqué pour dire qu'il y avait un changement de paradigme, qu'il y allait avoir du coup que le fonds euro n'avait peut-être plus autant sa place dans l'assurance vie et qu'il était lieu de penser à des solutions alternatives et le croissance en faisait partie
chez certains acteurs. Donc, on voit que parmi les principaux acteurs qui se sont lancés dans l'aventure croissance, on voit que donc AXA, Generali, Spirica, Préparvis et CNP Assurance, on voit que la plupart ont commencé dans l'ancienne mouture du croissance. Donc, parce qu'en fait, il y a quand même, on voit qu'il faut une certaine expérience pour se lancer dedans. David l'a dit en introduction, il y a un pilotage opérationnel qui doit être assez fin. Et donc, à cet égard-là, ils ont déjà une expérience assez rodée. Et il n'y a que Spirica, en fait, là, dans cet exemple, qui lui, s'est lancé en 2020. Donc, avec des garanties qui sont variables, AXA est à 100%, et puis d'autres sont à 80%. Ça va de 80 à 100%, en fait, de garantie des primes investies. Donc là, en fait, cette slide-là va illustrer plutôt de voir comment, en fait, on peut gérer de manière différente. Enfin, tout à l'heure, j'ai présenté le compte de PB et la manière dont on pouvait attribuer des parts, attribuer tout dans la valeur liquidative, attribuer à la PCDD, etc. Et en fait, l'exemple numéro 1, c'est un assureur qui a fait en sorte d'être systématiquement au-dessus de ses performances du fonds euro, avec un écart finalement assez stable sur les périodes de 2019 à 2023, et avec finalement un pilotage assez fin et très certainement une utilisation de la PCDD. A contrario, l'assureur 3, ça ressemble beaucoup plus à une unité de compte. On voit des performances très fortes, une baisse très forte, et à nouveau une augmentation très élevée. Donc finalement, une façon de considérer le croissance comme une UC, plutôt une UC plutôt qu'un euro, quoi. Et d'une manière un peu différente, mais on pourrait les rapprocher dans un même panier, c'est l'assureur 2 et l'assureur 4, qui, eux, sont aussi mark-to-market, mais dans des proportions moindres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à assumer des baisses très négatives sur le fonds croissance comme l'assureur 3. Donc, du coup, avec une utilisation de la PCDD, mais dans une moindre mesure. Voilà. Et l'assureur 1, il a l'air de vouloir plus se comparer à un fonds euro et le lisser comme un fonds euro. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à regarder comment il pourrait se positionner pour l'assureur et comment ce produit pourrait se positionner pour l'assureur et pour les assurés. Puisque Jean l'a dit, donc c'est un produit qui était compliqué avant 2019 avec deux provisions qui évoluaient. Donc commercialement, il était compliqué à vendre. Et avant la hausse des taux, finalement, le petit graphique que j'ai montré au départ, il illustre aussi. Le fonds euro, il a toujours surperformé des taux spot. 1 euro croissance, il est investi sur des actifs en valeur de marché, donc en instantané, des actifs réels. Et donc finalement, le fonds euro, il surperformait ce qu'était en capacité de proposer le fonds euro croissance. Point de vue assureur, c'était intéressant parce que dans les modèles, dans un environnement de taux bas, il y a des trajectoires extrêmes sur lesquelles on n'est pas en capacité de prélever ses chargements quand on est en taux bas. L'euro croissance, il n'y a pas de garantie de cheminement et en plus, il y a une garantie au terme qui peut être partielle. Donc d'un point de vue assureur, c'était intéressant, mais d'un point de vue assuré, c'était compliqué quand même à vendre. Donc là, la partie qui suit, la partie qui suit, on va se demander finalement, suite à cette hausse violente des taux, comment peut se positionner l'euro croissance et notamment comment il peut se positionner par rapport à un euro. Puisque par rapport à un euro, quand les taux sont à 2,5, on est sur quelque chose qui est gérable pour les assureurs. Parce que 2,5 par rapport au rendement instantané du portefeuille, il n'y a pas une décorrélation très très forte. On peut puiser un peu dans la PPE et finalement, on a un rythme de relition selon les assureurs qui peut être assez gérable. On est quand même à 2,5 entre le marteau et l'enclume, parce que si les taux augmentent énormément, on fait face à ce risque fort qui est sur les rachats et la réalisation de moins-values latentes obligataires. Et à contrario, si les taux baissent fortement, on revient dans une situation de taux bas qui n'est pas viable pour les assureurs. Et donc ce niveau de taux à 2,5-3, il peut poser question de voir si cette transition, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des alternatives sur d'autres produits, donc pas un remplacement, mais plutôt est-ce que l'euro croissance, il ne peut pas se proposer en alternative.
Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a étudié le positionnement du fonds Eurocroissance par rapport à un fonds en euros. D'abord en termes de rendement assuré, donc en rendement net assuré à un horizon donné. Et ensuite, on a essayé de positionner l'Eurocroissance avec des métriques assez simplifiées de solvabilité et de rentabilité en se disant... finalement, qu'est-ce qui se passe si on intègre l'Eurocroissance dans un mix produit existant et à la place finalement de l'euro. Donc pour ce faire, les métriques assurées qu'on va proposer et qu'on va illustrer ici, donc elles sont calculées en monde réel, donc il y a des primes de risque sur les actifs. Les métriques assureurs, elles sont calculées en environnement risque neutre, d'abord avec une métrique de solvabilité pour le risque. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est la variation du taux de couverture à 1 an, j'y reviendrai, et sur la métrique de rentabilité qu'on va regarder, c'est l'évolution des fonds propres prudentiels entre l'année 0 et l'année 5. Donc c'est l'évolution finalement d'une PVFP avec des résultats intermédiaires. Alors sur la partie assurée, sur la partie hypothèse, donc on a essayé de prendre des hypothèses un peu simplifiées côté euro-UC, mais néanmoins pour avoir des hypothèses qui ont air de ressemblance avec des supports du marché, donc une allocation d'actifs qui est à peu près celle du marché, des niveaux de plus-value, plus et moins-value latente qui sont à peu près celles du marché. On a mis des lois comportementales avec des rachats conjoncturels qui ont un impact dans les modèles de valorisation et notamment en situation de hausse des taux. Un passif avec de la réserve de capitalisation. Donc là, on a pris 2% de réserve de capitalisation par rapport à la provision mathématique, 5% de PPE et un mix produit euro-UC 70-30 en stock. Donc c'est des hypothèses simplifiées. Alors bien sûr, les chiffres qu'on va montrer, je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas les chiffres, mais plutôt les positionnements de chacun des points, puisqu'en fait, selon vos compagnies, selon les assureurs, les gens ont un peu plus ou un peu moins de richesse latente et donc sont plus ou moins en capacité à résister à certains chocs. Côté croissance, on a pris un fonds croissance de garantie 100% sur une durée de 10 ans, avec une allocation d'actifs dite dynamique. Donc pour modéliser l'actif, donc pour projeter l'actif, on a fait en sorte, on a projeté un actif qui évolue en termes de poche de diversification comme le niveau de provision qu'il devrait y avoir pour couvrir la garantie à terme. Donc on va calculer une PGT, une valeur actuelle des engagements à chaque pas de temps, et en fonction de ce niveau de valeur actuelle de l'engagement par rapport au niveau global de provision de diversification tel que l'a défini Ali, en fait, on va prendre plus ou moins de risques. Donc, si on a un buffer, un écart entre la provision de diversification et la valeur actuelle de l'engagement qui est forte, on va se dire qu'on peut prendre plus de risques sur l'allocation stratégique. A contrario, si le niveau de buffer est faible, on va plutôt être investi en produits de taux. On a modélisé la poche taux comme une poche sécurisée avec un mix 50% corporate et 50% souverain. Des deux côtés, on a une marge sur encours de 0,3%, donc chargement de 0,8%, moins des frais de 0,5% et des chargements sur compte de PB, côté Eurocroissance, de 15%, en face de prélèvements sur produits financiers dans la PB minimale de 15% également. Donc facialement, en termes d'hypothèse de marge, on est facialement sur les mêmes hypothèses. En revanche, il y a deux énormes différences. La première, c'est que sur un Eurocroissance, on va pouvoir prélever ces chargements quoi qu'il se passe, ce qui n'est pas le cas sur un euro, notamment en environnement de taux bas. Et la deuxième, c'est que l'hypothèse de 15% sur le compte de PB, elle est très différente dans les faits, puisque sur l'euro, on va prélever 15% sur le compte de PB d'une comptabilité lissée. Donc c'est le graphique que j'ai présenté au démarrage, avec un taux de rendement comptable qui diminue et qui évoluera selon la révolution du portefeuille, tandis que sur un Eurocroissance, on prélève 15% en valeur de marché. Et ça, c'est très différent, parce que selon l'évolution de la valeur de marché, en fait, on va avoir quelque chose de très différent. Donc c'est très différent dans la vraie vie, mais c'est aussi très différent dans les modèles de projection, parce que dans les modèles de projection,
cette hypothèse de 15% sur le compte de PB, on va la prélever que quand le compte de PB est positif. Et on ne va pas prélever quand c'est négatif. Et finalement, ça crée une optionnalité inversée. Donc, ce qui est pas implicite. Mais quand on a de la perf financière, on va prélever, alors si je rentre un peu plus dans le détail, puisque ça illustrera ce qui se passe derrière, mais dans un modèle, on va faire une moyenne de trajectoire stochastique. En moyenne, en déterministe, on va prélever quelque chose d'un environnement de taux sans risque. Donc aujourd'hui, à peu près 3. Dans un environnement stochastique, le 3, si je prends que 2 scénarios, on peut avoir une trajectoire qui est à 9 et une trajectoire qui est à moins 3. Donc en moyenne, on est bien à 3, sauf que dans une trajectoire, on va prélever 10 ou 15% de 9, donc on va prélever 0,9. Dans l'autre, on va prélever 0, ce qui fait qu'en moyenne, on va prélever 0,45. A contrario, dans la trajectoire déterministe, on va prélever 10% de 3, donc on va prélever 3%. Donc on a quelque chose qui est un peu inversé par rapport à un euro, c'est qu'on a une PVFP stochastique qui peut être meilleure que la PVFP déterministe. Et dans la vraie vie, c'est pareil, puisqu'en fait, on va avoir une volatilité sur cette marge qui est prélevée, mais néanmoins, on a une marge en proportion en moyenne qui est supérieure à un 15% d'une comptabilité lissée. Donc si on passe à la partie un peu plus chiffrée, donc ce qu'on a représenté ici, c'est une performance nette annualisée à 10 ans pour rendre comparables les trois fonds. Donc on a 1 euro stock. Alors l'euro stock, c'est 1 euro qui est déjà constitué avec des moins-values latentes, avec une PPE, avec une réserve de capitalisation. New euro, ce serait ce qu'un nouvel entrant sur le marché avec une allocation d'actifs qui est celle d'un euro stock. Donc on a à peu près ici, dans le new euro, on est sur une répartition diversifié 85, 15 diversifié, 85 de produits de taux. Et l'euro croissance, c'est l'euro croissance avec la garantie à 100% de durée 10 ans. Donc on a une capacité d'espérance de rendement qui est nettement plus intéressante sur l'euro croissance parce qu'on va investir sur des actifs spot, donc des actifs du moment. Et ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est par rapport à l'euro stock. Et par rapport au new euro, en fait, le fait qu'on n'ait pas de garantie, que la garantie puisse être au terme que partielle et surtout qu'on n'ait pas de contraintes de cheminement dans le temps fait qu'on peut avoir une poche de diversification plus importante et donc mécaniquement la poche de diversification va permettre d'accroître le rendement. Là on a les actions qui ont une prime de risque de 5%, on a 15% de plus d'un côté, mécaniquement on va avoir une surrentabilité de 0,7-0,8%. Et on le retrouve bien dans le passage du 2,5 au 3,4. Donc espérance de rendement plus importante parce qu'on est sur des actifs spot. Sur l'euro du stock, on est à 2,2 avec l'utilisation en plus de PPE, puisqu'on est sur un TRI à 10 ans. Et finalement, là, il y a un écueil, et il est mis en point d'attention, c'est qu'il n'y a pas de prime rentrante. Donc il n'y a aucune relution du stock sur l'euro, que ce soit sur l'euro stock ou le new euro. Et s'il y avait une relution, on pourrait espérer moins à avoir un taux de rendement qui augmente dans le temps. Là, on n'est que sur les actifs en stock. Donc le 2,2, il utilise une partie non significative de la PPE pour subventionner le taux sur une durée de 10 ans. Donc en fait, sur une durée de 10 ans, quand on a une PPE de 5%, en fait, ça nous donne un surplus de rendement de 0,5 par an. Dans le 2,2, il y a 25 BP de surplus de rendement. Si on n'utilisait pas les richesses latentes, on n'aurait pas une espérance au terme de 2,2, mais on serait à quelque chose de nettement moins important. Le corollaire de l'espérance de rendement qui est plus intéressante, c'est l'écart type, puisque c'est la volatilité, on l'a dit, il n'y a pas de contrainte de cheminement, ce qui fait qu'un acteur qui rentre, le lendemain, il peut avoir une perte en capital. Et donc il y a une volatilité qui est plus forte, et on le voit aussi dans la dernière ligne qu'on a appelée cheminement, cas où la valeur de rachat est inférieure à la prime, parce que ce que ça dit, c'est que sur l'euro, il y a une garantie cliquet quand on est en engagement net. Donc on a une valeur de rachat qui peut faire que croître. Sur l'euro croissance, un assuré, il peut avoir besoin de son argent et il peut racheter 2-3 ans après, et auquel cas il peut avoir une perte en capital. Et là, en proportion sur nos simulations déterministes avec ces exemples-là, avec ces hypothèses-là,
on est sur 13% de moments où il y aurait une perte en capital pour l'assuré s'il rachète avant le terme. S'il va jusqu'au terme, il a ses 100%. Mais s'il rachète avant, il y a des cas où il peut avoir moins. Et c'est le corollaire d'avoir une capacité de surperformance. Et Jean l'a dit et l'a montré, on peut avoir un pilotage via la PCDD de ce mécanisme-là. Donc là, on était sur la partie assurée. Sur la partie assureur, alors là, ce qu'on a représenté, c'est qu'on a pris un axe risque et un axe rentabilité. L'acte risque, c'est on regarde à 1 an quel est le taux d'évolution du taux de couverture à 1 an. L'axe rentabilité, c'est qu'on fait un calcul type SCR projeté et on va regarder quelle est l'évolution de fonds propres prudentiels en vision S2 à 5 ans avec l'accumulation de résultats entre 0 et 5 ans. Là, on a placé 2 points. Donc un point qui est 1 euro où on ne collecterait pas et en rouge, 1 euro où on collecterait. L'euro où on ne collecterait pas, en termes de risque, dans cette vision-là, il est meilleur. Alors, c'est aussi beaucoup lié aux hypothèses. C'est que dans les hypothèses, entre le passage de l'année 0 à l'année 1, il n'y a pas de réalisation d'un risque de rachat massif qui se produit. On est sur une trajectoire plutôt gentille. Et donc, on a une décroissance des provisions mathématiques et donc on a une capacité à plus couvrir les provisions mathématiques à 1 an parce qu'elles ont baissé, le mix produit est plus intéressant. A contrario, quand on met de la collecte, il y a plus de provisions mathématiques à couvrir et donc là, on a un indicateur de risque qui est moins intéressant. Donc, je ne l'ai pas dit, mais rentabilité, plus c'est en haut, mieux c'est. Risque, plus c'est à droite, mieux c'est. En termes d'écart lié à la rentabilité, finalement, c'est l'activation à 5 ans dans la valorisation de l'entreprise des rachats conjoncturels qu'on peut trouver dans les modèles. Puisque à 5 ans, on va accumuler de la richesse. Vu dans 5 ans, on aura servi un taux cible qu'à consommer la PPE plus côté sans collecte que côté collecte. On a plus de moins-value obligataire à 5 ans quand on ne collecte pas que quand on collecte. Et donc la situation initiale dans 5 ans d'une projection bilancielle, elle est moins bonne quand on ne collecte pas que quand on collecte. Et donc mécaniquement, on a moins d'effet d'absorption et donc on va avoir une activation de rachat conjoncturel plus importante. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le scénario sans collecte et on s'est dit, toute la collecte qu'on mettait sur l'euro, on va faire du 1 pour 1 et on va la placer sur l'euro croissance. Donc on n'aura plus du tout de collecte sur l'euro, donc avec ce risque à 5 ans d'avoir des réserves de lissage moins amortisseurs. Mais par contre, à la place de le flécher vers l'euro, on va tout flécher sur l'euro croissance. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de risque, on est entre les deux, puisque finalement, on a une somme d'encours qui est la même que le point rouge. Par contre, on n'a pas de garantie de cheminement. On a une garantie qui est uniquement à terme et une capacité à prélever ses marges tout le temps. Et on a une surrentabilité. Et la surrentabilité, elle va notamment être expliquée par ce que je disais au départ, où facialement, on a les mêmes hypothèses de marge, mais dans un cas, on peut les prélever à tout instant, tandis que dans l'autre, c'est plus difficile sur l'euro. Et en plus, on a une hypothèse de prélèvement sur le compte de PB qui est de 15%. On a rajouté un autre point en se disant, finalement, qu'est-ce qui se passe si le niveau de garantie est plus fort, donc est moins fort, pardon. Si le niveau de garantie est moins fort, on a une allocation d'actifs qui est encore plus diversifiée, donc le 15% sur le compte de PB, on peut le prélever sur une assiette plus importante et donc de fait, ça va améliorer la rentabilité. Maintenant, donc là, on est dans une situation où les taux sont à 2,5, donc qui paraissent en moyenne plutôt gérables en collectant avec de la PPE. Maintenant, on a fait une sensibilité en se disant de manière instantanée, on va passer de 2,5 à 3,5. Donc on fait une translation de toute la courbe des taux et on va recalculer exactement les mêmes indicateurs. Et donc ça, je pense que je n'apprends rien à personne, mais on a une déformation vers la gauche de tous les indicateurs avec une situation. Donc là, on a des taux 10 ans à 3,5. On a un écart qui est encore plus fort en termes de rentabilité entre le scénario avec collecte et sans collecte, puisqu'en fait, il y a un risque d'activation encore plus fort de la liquidité et du risque de rachat massif et de rachat conjoncturel dans les modèles.
le point s'est resserré et on est dans une situation de taux qui est à 3,5. Et donc, encore une fois, l'euro-croissance en termes de positionnement, en termes de rentabilité, il est plus intéressant et en termes de risque, il est positionné entre les deux. On a fait l'exercice de plus pousser à 4, à 5, en imaginant une augmentation encore plus forte des taux. À chaque fois, on a une déportation vers la gauche avec un écart qui s'accentue entre le scénario sans collecte et avec collecte, d'où la nécessité de collecter. Mais néanmoins, dans une situation où les taux sont à 3,5, 4, dans 3 ans, si on a utilisé la PPE, le point, il n'est peut-être pas nécessairement facilement ici, il est plutôt entre les deux. Puisqu'en fait, on n'aura pas de capacité de redistribution et c'est un peu l'espérance de rendement qu'il y avait au départ. Et de la même façon, donc on a fait exactement la même chose dans une situation où les taux y baissent. Et finalement, quand les taux baissent, on a un écrasement vers la droite. On a une rentabilité sans collecte et avec collecte qui est presque similaire, puisque finalement, on n'est plus dans une situation avec une obligation de reluer le fonds euro. On ne va pas nécessairement aller chercher dans la PPE sur une vision à 5 ans, parce que le taux de marché est à 1,5, le rendement du portefeuille est à 1,5-2, et donc on n'est pas en nécessité d'utiliser les richesses latentes, et on se positionne dans une situation où, en termes de rentabilité, on a moins besoin de collecter. Et encore une fois, le scénario avec collecte euro-croissance, il est meilleur, et il est meilleur du fait que l'écart entre le avec collecte euro et le sans collecte euro, il s'est réduit, et donc toute la surperf, elle va sur l'euro-croissance. Les points d'avant, avec le plus 1% et le scénario central, finalement, la surperf de l'euro-croissance, elle permet d'absorber le risque de rachat dans les modèles, le risque de liquidité qu'il y a. À un scénario de taux à 1,5, en fait, il n'y a plus ce risque aussi prégnant, et donc la surperf, elle est totalement en vision PVFP, en vision NAV. Donc voilà à peu près le point. Donc en synthèse, donc, c'est un produit qui peut se présenter comme alternatif, il ne remplace pas, et finalement, là, tel qu'on le voit ici, ça peut aussi se voir comme une espèce de réassurance ou de produit structuré, parce qu'en fait, si les taux augmentent subitement à 4%, il est trop tard pour le faire. Et donc le tracking record, il faut l'avoir fait avant. Donc c'est une espèce de réassurance financière qui peut y avoir du fonds en euros et de la nécessité de collecter aujourd'hui. C'était un peu long, désolé, sur la partie. Du coup, on va passer après la partie chiffrée, plutôt à la partie opérationnelle et les grands défis à prendre en compte, parce que quand on regarde si ça a un intérêt ou pas, donc là, par rapport à ce que j'ai montré, du point de vue assureur-assuré, a priori, les voyants sont plus ouverts, mais c'est vrai que derrière, il y a des grands défis sur cette mise en place-là. Et comme en fait, David, il y a un véritable intérêt pour le client dans le contexte actuel. Il y a un market timing qui peut être considéré comme favorable pour le fonds de croissance, pour l'assuré et à la fois aussi pour l'assureur. Les niveaux de taux plus élevés aujourd'hui qu'on a permettent d'avoir une poche de diversification qui est plus importante et donc d'espérer un rendement sur le fonds de croissance qui va être supérieur à celui sur le fonds en euros. Et puis tous les éléments en termes de rentabilité et de risque qui sont également très intéressants pour l'assureur. La simplification par la loi Pacte du fonds de croissance rend également l'offre plus attractive, et encore une fois pour l'assureur et pour les assurés. Et donc le lancement d'un fonds de croissance, alors beaucoup d'acteurs effectivement se posent la question d'un lancement d'un fonds de croissance dans ce contexte-là. Il y a beaucoup d'enjeux opérationnels qui sont très importants, car lancement d'un fonds de croissance, ça nécessite la mobilisation de l'ensemble des métiers de l'assurance vie, et ça nécessite donc qui entraîne un coût financier certain, et donc il y a une nécessité d'avoir un chiffrage qui tient compte à la fois des gains financiers et également des coûts opérationnels de mise en place. Alors, nous avons ici essayé un petit peu de donner une vision de l'ensemble des chantiers qui pourraient être nécessaires pour mettre en place un fonds de croissance. Donc tout d'abord l'offre produit, donc comment positionner le fonds de croissance dans la gamme. Le valorisateur, c'est effectivement comment mettre en place le compte de participation au résultat,
comment le réaliser et comment le piloter et quelle stratégie adopter par rapport à comment manipuler la provision collective de diversification. La gestion actif-passif, quelle stratégie obtenir, définir, quel moyen pour maintenir un gap de duration nul, quel risque prendre également par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure en termes d'actifs diversifiés qui l'assureur a quand même de la souplesse pour pouvoir aller sur une part risquée qui est plus importante que nécessaire pour atteindre la garantie au terme. La valorisation de l'actif, c'est tout le processus de valorisation avec le dépositaire. La gestion des trésoreries, c'est tous les processus qui permettent de s'assurer d'avoir une adéquation actif-passif sur le canton. La modélisation, donc la définition des hypothèses, le modèle, et puis tous les KPI à mettre en place pour le lancement du fonds. L'inventaire, donc le provisionnement, les différents calculs de provisions spécifiques comme la provision pour garantie au terme. Et puis la comptabilité, tout c'est un schéma comptable qui est propre au fonds de croissance qu'il va falloir définir, mettre en place une cinématique nouvelle. Donc tous ces chantiers-là sont du coup très importants, donc la mise en place qui nécessite des moyens assez importants. Nous allons dans la suite revenir simplement sur quelques chantiers avec un peu plus en détail. Pour commencer, celle justement de l'offre, il faut définir comment placer le fonds de croissance dans l'offre, comment le positionner par rapport à l'euro et par rapport aux UC. Définir les caractéristiques techniques du produit, quelles sont les propositions en termes de garantie, d'échéance, les actes de gestion qui peuvent être autorisés ou pas sur le fonds de croissance, comme par exemple les opérations programmées ou toutes les opérations automatiques. Il faut effectivement, comme je disais, analyser l'interaction entre les différents supports, comment on positionne le fonds de croissance dans les allocations qui sont souvent poussées dans les réseaux. Il faut également avoir une stratégie de pilotage financier du fonds. Quelle performance cible nous voulons avoir sur le fonds de croissance par rapport justement au fonds euro qui servira souvent d'étalon de mesure. Et puis du coup, tout le volet contractuel et marketing qui suit avec le lancement. Donc les points saillants, c'est justement piloter cet équilibre entre rentabilité assureur et assuré. Donc comment définir les frais, quelle marge justement financière prendre sur les performances et du coup qu'il faut un curseur à mettre en place. Il faut également appréhender tous les impacts qu'on a sur certaines garanties de prévoyance qu'on peut avoir dans des contrats d'épargne et du coup comment ces garanties de prévoyance s'inscrivent dans la garantie au terme. Et enfin, toute l'adhérence par rapport aux règles de gestion, notamment le fonds de croissance, il est souvent coté hebdomadairement et non pas quotidiennement, contrairement à une grande partie des fonds. Et cela crée souvent des difficultés ou en tout cas un nouveau paradigme pour la gestion des actes. Je laisse du coup Jean pour d'autres chantiers. Donc le chantier vraiment important dans le lancement d'un fonds de croissance, c'est évidemment la capacité à valoriser la part de diversification. Donc on l'a vu tout à l'heure en exemple avec l'illustration du compte de PB. Premièrement, il y a une identification du processus. En fait, définir le cadencement de la valeur liquidative. Est-ce qu'il est hebdomadaire? Est-ce qu'il est mensuel, etc. On a vu tout à l'heure que les acteurs étaient davantage sur une façon hebdomadaire de valoriser. Mais en fait, comment ça s'intègre dans des produits multi-supports qui existent déjà, dans lesquels il y a des dates de cotation communes. Parfois, chaque produit parfois a son fonctionnement assez singulier. Et donc, tout ça vient chambouler, ça vient un peu bouleverser les pratiques. Notamment aussi, par exemple, dans l'existant actif-passif, aujourd'hui, on a des arbitrages UC vers l'euro et vice-versa. Et là, il se rajoute un troisième support qui, de surcroît, est dans une comptabilité d'affectation. Et donc, le vase communicant qu'il y avait entre l'euro et l'UC, maintenant, il se retrouve chamboulé avec ce fonds de croissance qui intervient en troisième larme. Donc, du coup, ça nécessite, il y a des enjeux forts sur la data, c'est-à-dire récupérer, on l'a vu dans le compte de PB tout à l'heure, c'est récupérer tous les flux du passif, de voir de gérer tous les actes rétroactifs, tous les actes en retard qui, on l'a vu encore tout à l'heure sur le compte de PB, peuvent entraîner des boni-malus qui sont à prendre en considération dans le compte de PB.
Il y a aussi la réconciliation actif-passif qui est très très importante dans le fonds croissance. C'est-à-dire que, on l'a vu, on vient chambouler la pratique des arbitrages des vases communicants Euro-UC. En fait, il faut pouvoir tracer que chaque flux vient bien orchestrer un déclenchement de cash, de sortie ou d'entrée, le cas échéant. Et l'autre enjeu du fonds croissance, c'est que de manière hebdomadaire, on donne une valeur à des clients. Donc l'enjeu est très fort. Et quelle comitologie on a là-dessus, c'est-à-dire quel pouvoir, quel mandat on donne à l'équipe qui est en charge de la valorisation. Est-ce qu'on définit une espèce de corridor sur lequel on ne dépasse pas tel type de performance, le reste on le met en PCDD. Est-ce qu'on décide d'être un peu plus volontariste et de montrer une performance forte de nos actifs? Tout ça, c'est à définir et à voir dans quelles conditions on le fait et avec quelle gouvernance au sein des compagnies d'assurance. Donc, l'autre impact très important, j'en ai un peu parlé, c'est sur l'orchestration, vraiment l'implication dans le système de gestion et la récupération de la data. Après, on vient rajouter une complexité supplémentaire, c'est comptable. En fait, on parle tout à l'heure, Ali parlait de la création d'un canton. Là, on est dans un canton réglementaire, mais un canton réglementaire, non pas pour un produit donné, comme on a pu le voir avec le PERP, avec des FRPS ou ce genre de produits, mais vraiment au sein d'un même produit où on a à nouveau un euro, des multisupports, et cette complexité et ce surcroît d'analyse comptable qu'on doit avoir à chaque clôture. Donc, du coup, ça nécessite des chantiers conséquents et c'est pas évident le lancement sur un fonds croissance. On l'a vu tout à l'heure sur la slide présentée tout à l'heure que les acteurs qui sont dans l'aventure du fonds croissance, ils ont commencé déjà il y a longtemps et ils ont saisi la balle au bond avec la simplicité des amendements pacte. Et on voit qu'après, ça nécessite vraiment opérationnellement quelque chose de compliqué, mais qui peut vraiment, s'il est bien pris en charge et que les expressions de besoin sont faites avec pertinence, peut être une grande source de valeur. Pour finir, on a essayé de synthétiser un peu les différents points qu'on a abordés dans un mini SWOT. Pour essayer d'identifier quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et menaces malgré tout qui peut y avoir sur un euro-croissance. Donc contrairement à il y a 2-3 ans, en termes d'indicateurs financiers, que ce soit pour l'assureur ou pour l'assuré, on est plutôt au vert. Donc on l'a vu dans les métriques qu'on a présentées, modulo l'acceptation d'une part de volatilité, à la fois côté assureur et à la fois côté assuré. Donc c'est un outil qui peut aider à réduire des risques présents sur les fonds en euros et sur lequel, vu d'aujourd'hui, il y a plutôt une convergence d'intérêts entre assureurs et assurés. Donc ça, c'est pour la partie plutôt force. Et néanmoins, vu qu'on a beaucoup dit que ce produit était compliqué, aujourd'hui, c'est un produit qui est simple. C'est un produit qui est simple parce qu'en fait, c'est une unité de compte avec une garantie au terme qui peut être totale ou partielle. Pour le client, en tout cas facialement. Côté faiblesse, alors on l'a vu, il y a une complexité très forte à la mise en œuvre du produit. Donc là, on a cité trois points qui nous semblaient importants: cantonnement, valorisation et définition du design produit. Et donc, associé à ce développement, il y a des coûts en face qu'il faudra amortir dans le temps. Il y a des SI, des systèmes de gestion, des SI informatiques qui sont déjà créés, dans lesquels il faut mettre, pour ceux qui n'ont pas d'euro-croissance encore, un nouveau produit. Et ce n'est pas des choses qui sont aisées. Et puis, dans les autres faiblesses, il faut néanmoins gérer à la fois pour l'assureur et pour l'assuré la forte volatilité qu'il peut y avoir selon la manière de piloter le produit. Dans les opportunités, on l'a dit, donc il y a un effet relatif sur l'euro qui peut être assez lent, et donc finalement, l'euro-croissance, dans ce positionnement-là, il peut avoir une attractivité. Et dans les grandes menaces, on va, vu 2018-2019, il y avait la possibilité de faire ce qu'on appelait des transferts de richesse, où on transférait une partie de la richesse qui était présente sur des fonds en euros en plus-value sur les fonds en euros vers l'euro-croissance.
vu d'aujourd'hui, alors il y a 2 critères qui font que c'est pas nécessairement possible. C'est un, il faut être en plus-value latente sur les portefeuilles en euros, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et le deuxième critère, il faut que le niveau du taux de rendement du portefeuille en euros, il soit supérieur au niveau du tech d'un indice de taux 10 ans, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus vu d'aujourd'hui. Ce qui fait que, contrairement à des acteurs qui ont lancé un euro-croissance il y a 5-10 ans, un nouvel acteur qui se lancerait aujourd'hui, il ne bénéficierait pas du fait d'avoir une richesse en PCDD et donc une capacité soit d'absorption des risques d'un point de vue assureur, soit une capacité de distribuer plus d'un point de vue assuré. Et derrière, on est sur un produit en valeur de marché, et donc il y a une notion de market timing qui est importante. Si on lance le produit et qu'un mois après, il y a un crash sur les actions, vu que c'est un produit sur lequel il y a une poche de diversification qui peut être importante, il faut être aussi en capacité de la supporter. Mais en tout cas, de par tous ces atouts et ces points de faiblesse, ça peut néanmoins être un outil, alors pas qui remplace complètement, comme on l'illustrait ici, c'était pour les illustrations métriques qui remplacent totalement l'euro, mais qui est un peu à côté. On a dépassé un petit peu le temps, mais je ne sais pas si vous avez des questions. C'est les derniers ateliers de la journée, donc oui. Merci. Alors, moi j'ai une question, c'est comment vous avez calibré la garantie de 90% et parce que c'était l'exemple qui était. Alors là, dans l'exemple, c'était 100%. C'était 100%. Oui, c'était 100%. Et c'est totalement fictif, c'était pour prendre un niveau de garantie. Alors, pourquoi on a pris 100 ici? C'est que, vu d'il y a 5 ans, une garantie à 100%, elle était quand même difficilement absorbable parce qu'on lançait un produit euro-croissance dans un environnement de marché où les taux étaient à zéro. Donc rien que le fait d'avoir une garantie à 100% dans 10 ans, il y avait déjà une optionnalité dessus. Avec des taux à 2,5-3, finalement la garantie à 100%, elle est absorbable. Et donc c'est pour ça qu'on a pris dans cet exemple-là 100%, qui est aussi de manière usuelle plus facile commercialement à vendre pour un assuré. Mais c'est un exemple fictif et donc c'est... D'accord. Et le fonds en euros, le nouveau fonds en euros qui était proposé, c'était avec une garantie en capital. Il n'y avait pas de frais. Oui. Non, c'était tout le temps. Moi, j'avais une question aussi concernant les rachats. Alors, il me semble avoir vu dans votre modélisation que vous n'avez pas pris en compte les rachats conjoncturels. Du coup, je me demandais quel impact pouvaient avoir les rachats sur support. Est-ce qu'on pouvait se retrouver avec des rachats peut-être inversés, à savoir qu'en absence d'effet cliquet, on pouvait avoir des assurés qui auraient tendance à racheter le contrat quand celui-ci est en plus-value et à ne pas le racheter quand celui-ci est en moins-value pour attendre que la garantie s'active. Donc, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu un feedback marché de l'impact des rachats sur ce support? Moi, en tout cas, je n'ai pas de feedback marché sur ce risque de rachat conjoncturel. Effectivement, on n'a pas mis de rachat conjoncturel sur l'euro-croissance. On aurait pu en mettre, mais justement, vu qu'il n'y a pas de feedback, c'est compliqué à calibrer. Et vu qu'on est sur un support en valeur de marché, l'assureur n'assume pas le risque de réalisation de pertes comme sur l'euro, puisqu'en fait, on ne va pas réaliser des plus et des moins-values pour financer des rachats. Donc, il n'y a pas ce caractère conjoncturel. En revanche, il y a effectivement ce que vous dites, le fait de racheter pour un assuré alors qu'il est au-dessus de sa garantie. Et là, alors dans une modélisation, quand on part en zéro from scratch, c'est difficile à appréhender parce que ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut plutôt avoir plusieurs générations. Et le risque, c'est qu'il y ait une génération qui soit rentrée au bon moment, qui sortent et qu'emmènent avec elle le buffer. Mais finalement, si on est sur un empilement et une collecte qui est plutôt linéaire dans le temps, en fait, il n'y a pas ce risque parce qu'il y a un effet mutualisation entre les générations. Et ce risque-là, je pense qu'il est difficile à capter dans les modèles. En revanche, il faut qu'il soit pilotable dans la mise en place opérationnelle, puisque c'est plutôt dans la façon de gérer ses souscriptions et sa collecte, et dans le temps, cet effet buffer qu'il faut regarder. Parce qu'en gros, s'il y a une génération qui a tout le buffer et qu'elle sort demain, là, il y a un risque ALM derrière, un risque sur les actifs. Et c'est plutôt dans la gestion au jour le jour, plutôt qu'un risque modèle, je pense. Je ne sais pas si ça répondait à la question. Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez pu gérer la concurrence avec le fonds euro suite à la remontée des taux? Je n'ai pas compris la D'un point de vue question. commercial, en fait, nous, dans notre société, on voit quand même qu'en termes de collecte, on a eu des performances plus intéressantes dans un environnement de taux bas. Et là, actuellement, avec la remontée des taux, on voit plutôt un fonds euro qui collecte énormément au détriment de l'euro-croissance. Et du coup, nous, on se demande actuellement comment poursuivre la collecte de l'euro-croissance face à un euro qui est bien connu du public et qui donne des rendements qui sont satisfaisants actuellement. Alors en tout cas, nous trois, on n'a pas lancé de fonds euro-croissance et aucune de nos compagnies n'en a, donc on ne peut pas répondre de manière factuelle à cette question. Néanmoins, c'est vrai que j'imagine que l'historique de rendement, elle joue. Si le fonds en euro-croissance, il a surperformé sur les 5 dernières années, le fonds en euros, il y a une capacité plus importante à appuyer dessus que quand ça a fait le yo-yo. Mais je ne sais pas si ça répond totalement à votre question. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour répondre à cette question-là actuellement. Merci. On nous indique qu'il faut finir. S'il y a une dernière question, peut-être qu'on peut prendre. Non, alors, juste pour abonder dans ce qui a été dit par David, aujourd'hui, beaucoup de performances du fonds euro. Donc il y a de la révolution, certes, avec des flux nouveaux qui arrivent, mais il y a aussi, il est quand même, globalement, tous les acteurs ont leur fonds euro sous perfusion de PPE aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.